Thank you. After the tone, please state your name, followed by the pound sign. You are being placed into conference in muted mode. Colloque de la 33e saison des colloques du STF-CFL. Et bienvenue à ceux et celles qui se connectent en ligne. On entend des petites buzz de temps en temps. La conférence d'aujourd'hui, qui porte sur une approche autochtone au développement forestier, exploration de modèles et succès à travers le Canada, est diffusée aux intervenants du secteur forestier simultanément dans plusieurs sites à travers le Québec, l'Ontario et peut-être ailleurs, au Canada. J'ai le plaisir de vous présenter la conférencière, Mme Valérie Courtois. Valérie détient un baccalauréat en sciences forestières de l'Université de Moncton. Elle est forestière agréée et se spécialise dans les enjeux autochtones, l'écologie forestière et la gestion et planification écosystémique. Elle est membre de la communauté Innu de Mastoyat sur les bords du Pekouya-Kami ou le lac Saint-Jean, en français. En 2007, Valérie a reçu le prix James M. Kitt de l'Institut forestier du Canada, l'IFC, pour ses contributions en début de carrière à la profession de foresterie. Son parcours de carrière l'a amené à agir comme conférencière en foresterie pour l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, ensuite comme directrice du Bureau de l'environnement de la nation Innu. Elle a également été une consultante en certification forestière et en planification forestière. Elle a même dans le passé eu une connexion avec le STF et plus particulièrement avec Ottawa, puisqu'elle y a passé quelques mois lors de ses stages courts. Depuis 2009, elle travaille avec la campagne internationale de conservation de la forêt boréale et est depuis 2012 la directrice de l'initiative de leadership autochtone. En plus de son travail professionnel, Valérie est aussi une passionnée de photographie et plusieurs de ses photos ont été publiées. Elle siège aussi au conseil d'administration de la corporation du Mushio-Nipé. Probablement que la prononciation n'est pas bonne, je vais prendre un cours avec Valérie. Mais ça, je me permets une petite parenthèse parce que j'ai trouvé ça fort intéressant. Cette corporation-là a été créée par un Québécois et un Innu dans le but d'amener un lieu de concertation entre les individus et les nations et entre autochtones et non-autochtones. La corporation agit au nord du 56e parallèle et il traite surtout des questions du développement nordique. Et finalement, elle demeure à Happy Valley, Goose Bay, Labrador. Alors, je laisse maintenant la parole à Valérie et vous souhaite à tous et à toutes un bon colloque. Merci beaucoup, Lise. C'est un honneur d'être ici. Lise a été ma doyenne quand j'étais à l'université, donc c'est le fun de voir presque 16 ans plus tard, que depuis ma graduation du programme de foresterie à l'Université de Moncton, que je sois ici. C'est le fun de voir des gens aussi dans la salle que je connais. Là, il y a plusieurs gens, ça fait plusieurs années que je n'ai pas vu. Donc, rebonjour. Et oui, je suis Ninu Banani, Mastoyat Nuchin, Kimak Chahadji. Donc, je suis origine de Mastoyat, mais j'habite dans l'extrême est de notre territoire, l'île Tassinane, près de Goose Bay, dans la région, ce qu'on appelle Chahadji. Ça veut dire à la pointe. C'est ironique parce que Mastoyat veut aussi dire à la pointe, sur le Pekouya-Kami. Donc, je vais vraiment vous passer un survol avec un focus un peu sur la foresterie, mais plutôt sur une approche de planification. Parce que pour moi, l'approche de planification écosystémique est aussi une approche qui est applicable dans d'autres domaines, dans la planification territoriale. Et je dois être honnête, depuis les dernières 10 années de ma carrière, j'ai fait moins de foresterie et j'ai tout fait de la planification territoriale parce que c'est le contexte dans lequel on peut vraiment planifier une approche plutôt autochtone au développement territorial. Donc, vous parliez justement du Mushwanipi, c'est notre site, Mushwanipi.
c'est un site qui a été occupé continuellement depuis de 10 000 ans par les Inuits. La raison pour laquelle ce site-là est essentiel, c'est justement à cause du caribou. C'est sur une partie de la Viergeage qui s'appelle le lac de la Hutte sauvage, qui a été nommé par John Cabot quand il est passé à son exploration. C'est justement parce qu'il y avait plusieurs tentes Inuits à ce site-là. Et il y a vraiment c'est un lac qui a 120 000 à peu près de longueur, et il y a une partie où le site est, où le lac se rétrécit. Donc, c'est une place où le caribou préfère traverser. Et donc, c'était vraiment le site de nos grandes chasses historiques. Malheureusement, vous êtes peut-être au courant, mais le troupeau de la Rivière-Georges n'est pas où il a été. Le dernier recensement, c'était à 5 500 au niveau de la population. Puis on s'en rappelle, aux années 90, là, il était à presque à 1 million. Je me rappelle d'avoir été sur le territoire, puis on dit que les montagnes bougent. Mais ça, on ne voit plus. On ne voit plus les montagnes bouger. J'espère de ma vie revoir le retour du caribou dans cette région-là. Ici, il y a des gens qui sont intéressés. C'est vraiment le but. Lise l'a bien expliqué, mais dans le fond, le but, c'est de créer un lieu de rencontre entre les cultures. Parce que souvent, en tant que peuple autochtone, on se fait demander de vivre dans un environnement non autochtone comme ici. Et il y a un manque au niveau de l'opportunité de compréhension culturelle. Et créer un espace où les Québécois peuvent venir dans notre environnement, ça crée un autre niveau de réconciliation, un autre niveau de relation. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est du Mouchouannipi, puis vous pouvez aller voir notre site web, mouchouannipi.org, et on fait aussi un emphase sur les rencontres entre nos jeunesses. Donc, si vous venez, si jamais vous avez la chance de venir, le prix que vous payez inclut la possibilité de faire venir une jeune personne aussi. Donc, c'est vraiment une vocation de développement communautaire. Et cette photo me représente, c'est une photo que j'ai prise en passant, et c'est vraiment une photo où on voit le lien entre le côté culturel, la pratique humaine et la qualité de l'environnement. S'il y avait des éléments manquants sur cette photo-là, s'il n'y avait pas de caribou, il n'y avait pas de tente. C'est vraiment, c'est une belle représentation du lien entre l'environnement et la culture et notre expérience humaine. Donc, l'initiative pour laquelle je travaille, c'est une nouvelle initiative. C'est le seul organisme national orienté sur la conservation autochtone au Canada. Ça émène d'une campagne environnementale. C'est assez curieux comme chemin de création d'un organisme autochtone, que ça soit un peu né d'un environnement, d'un groupe environnemental, une campagne environnementale. Mais c'est justement parce que la campagne environnementale existe depuis le début des années 2000. Et à mesure qu'elle avançait dans son travail, elle a remarqué que les avancées au niveau de la conservation qui étaient les plus innovatrices, qui avaient vraiment une approche où il y avait un pourcentage de conservation plus élevé, c'était où il y avait du leadership autochtone au Canada. Si on regarde vraiment une carte au niveau national, je vais juste prendre de l'eau. Au niveau national, dans les dernières 10 années, plus de 80% des nouvelles aires protégées au Canada ont été menées par des peuples autochtones. Donc, c'est vraiment, la campagne a eu ses leçons et maintenant s'oriente entièrement vers le support du leadership autochtone. Et pour une femme Innu, pour moi, le leadership autochtone sur l'environnement passe par le renforcement de notre nationalité. Parce que nos valeurs fondamentales en tant qu'Innu, c'est que le territoire, c'est la pièce angulaire la plus importante par rapport à notre vie. Si on n'a pas de territoire, on n'est pas Innu. Si on n'est pas Innu, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir une économie Innu. Donc, c'est vraiment cette nationalité autochtone qui est renforcée va sûrement avoir comme résultat une approche qui est plus équilibrée par rapport au territoire.
Je travaille avec des gens qui sont assez de renommée. Dans le monde autochtone, il y a toujours une réalité politique, une réalité technique par rapport à une approche de gestion territoriale, comme dans tous les mondes. Et donc, on travaille avec des gens qui sont bien notés. En haut à gauche, c'est Dave Corshane Jr., qui est notre aviseur spirituel. Pour ceux qui suivent les activités de l'Assemblée des Premières Nations, hier, on a perdu l'aîné Elmer Corshane. Dave, c'est son neveu qui mène le Turtle Lodge à Saguenay, au Manitoba. Le monsieur au milieu, en haut, c'est Stephen Kakfwi. C'est l'ancien premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, mais aussi le deuxième président de la nation Dene, qui a été créé dans les années 70 avec les pressions pour le développement de la pipeline de Mackenzie. Et est très reconnu au niveau national. En haut à droite, c'est Ovid Mercredi, il y en a peut-être dans la salle qui vous souviennent, surtout dans les années 90, lors des 80-90, lors des discussions constitutionnelles qu'on avait au niveau national sur le futur de et l'application de la Constitution dans un contexte autochtone. Ovid a aussi été chef national et travaille maintenant, en plus de travailler avec nous, là, il fait la réforme du système de santé pour tout le nord de l'Ontario. Et aussi en train de mener l'effort de réconciliation du Upper Canada Law Society, donc le barreau de l'Ontario. Donc c'est un homme que, malgré son âge, est quand même passablement actif dans le monde politique. En bas à gauche, c'est Dave Porter. Dave, c'est un ancien président de la nation Kaska. Il a aussi été adjoint premier ministre du Yukon. Il a été un sous-ministre dans le gouvernement de Colombie-Britannique, le gouvernement de Territoire du Nord-Ouest. Et il est maintenant président du Conseil des mines autochtones de la Colombie-Britannique. Et en bas à droite, c'est Miles Richardson. C'est l'ancien président de la nation Haida. Il est maintenant directeur du consortium économique national à l'Université de Victoria, à Tucson. Et c'est lui qui était président de la nation Haida quand Guayhanas, le parc Guayhanas a été créé. Et aussi quand le programme des Haida Watchmen a été créé, qui est le premier programme formel de gardien du territoire au Canada. Et Miles est un Haida typique avec une grosse voix, pour les gens qui connaissent les Haida. Donc, juste pour vous donner une saveur de leur perspective par rapport à notre travail, et je vais le traduire à mesure, là, c'est dans le fond de garder nos cultures en vie, c'est de faire partie du territoire, de faire partie de la faune, des poissons, des oiseaux. Le territoire nous renforce, nous et nos cultures. Et on doit renforcer notre relation spirituelle avec ce territoire et l'eau. Pour Dave Corshane, il dit on doit retourner au territoire, on doit revivre et renforcer l'alliance avec la nature même. Cette alliance avec la nature débute d'abord avec une relation proche et respectueuse de la terre, en apprenant et en suivant ses lois naturelles. Ces lois naturelles-là sont fixes, permanentes et infinies. Et se renforcent eux-mêmes, La vérité et la réalité de notre création, les responsabilités en tant qu'humain, les secrets de notre survie et la capacité de croître et de bien faire sont écrites sur la terre même. Et il faut juste les regarder pour les voir. Ici, je vais vous faire jouer une petite vidéo. Non? On va s'essayer. Ça a marché sans tout. Ah! Désolée, c'est pas en anglais. The guardianship program is a huge step for us because it's about preserving the land and preserving culture and preserving language. It's an essential thing to our community. A guardian acts
the eyes and ears in each respective territory. They ensure that everybody's following all the rules and regulations that are placed in all the GUI laws, our laws. We go out and monitor tourist activities, industry activities, fisheries, commercial and sporting. We also do environmental monitoring. A huge aspect of it is healing and getting back in touch with your Indigenous self. If there's healthy people that are happy and strong in their culture, and if they receive that from being on the land, then it's a huge investment. You're investing in a better society and a better tomorrow. In 1973, I paddled on my own all the way down to Skungwai. All my life, I always heard it as a very strong spiritual place. There's so much brush and debris and everything all over when I got there, but it's just totally overgrown. So I took upon myself to start clearing the village, just trying to show the ancestors that somebody cared. Our land is very important to us. We live on it, we breathe it, we work on it. It gives us life. Without it, we don't have an identity. The best part of being a guardian is being out on the land where your ancestors have lived for many centuries, and just to reconnect with Mother Nature and how your people lived off the land. There's a gap between youth and the elders. By starting this program, trying to bridge that gap, trying to create that spark to carry on the knowledge. We are sustaining our traditional territory not only for us, but for the whole world. Our ecosystem is so pure, we have so many trees, that we are cleaning up a lot of pollution. It means that we are here protecting Mother Earth in order for the rest of the world to live on her. Donc, le programme que vous venez voir, le concept des gardiens du territoire, c'est un des projets dans lesquels je suis le plus investie dernièrement. Et c'est un des projets dans lesquels je pense qu'on a vraiment un potentiel de changer la relation entre les peuples autochtones et les Canadiens en général à travers le Canada. C'est dans le fond, on dit que c'est nos mocassins et nos moclocs sur le territoire, c'est nos yeux, nos oreilles, c'est notre cœur qui traverse et qui prennent soin du territoire au nom de leur nation. Et notre vision, c'est que toutes les Premières Nations, Inuits et communautés métisses au Canada devraient avoir un programme de gardiens. Et je pense, j'imagine que le Canada en serait mieux pour cet investissement-là. Et Mme McKenna et le gouvernement du Canada est d'accord avec moi. On a fait un effort de lobby en tant que coronisme, 180 rencontres dans 8 mois, toutes les partis politiques, le cabinet fédéral, les ministres concernés, le conseil privé, etc., etc., etc. Et à la suite de cet effort-là, on a reçu un investissement de 25 millions de la part du gouvernement en 2017. Et Mme McKenna a vraiment compris que le programme des gardiens et l'approche de gardiennage, c'est une approche qui crée non seulement des résultats au niveau environnemental et de gestion environnementale qui sont supérieurs, mais crée un environnement de relations qui n'existe pas sans une approche comme ça. Et l'environnement de relations est important. Dans la présentation, vous allez voir des exemples où l'apport de gens comme des gardiens ont pu vraiment augmenter la qualité du résultat sur le territoire par rapport à une approche de planification. Vous savez aussi que cette année, dans le budget 2018, il y a eu un investissement de 1,3 milliard en conservation. C'est le plus grand investissement en conservation dans l'histoire du gouvernement du Canada. Et à l'intérieur de cet investissement de 1,3 milliard, il y a un fonds de la nature, c'est une valeur de 500 millions. Dans le fonds de la nature, il y a une emphase sur les aires protégées autochtones.
Et Mme McKenna et le département de l'Environnement Canada a bien compris, ainsi que votre département et autres, le gouvernement du Canada, a bien compris que, dans le fond, les aires protégées autochtones et le programme des gardiens, c'est comme deux côtés de la même médaille. Parce qu'un aire protégée, c'est protégé des activités humaines. C'est pas protégé d'une réalité environnementale. C'est à cause de nous qu'on a besoin des aires protégées. Et s'il n'y a pas d'humains sur le site, on va manquer une partie de cette réalité-là. Et en ayant des humains sur le site, ça nous permet vraiment d'avoir, de vraiment rencontrer nos responsabilités, qu'elles soient culturelles, spirituelles ou environnementales. Cette approche de gardiennage a aussi une valeur économique qu'on a pris. Vous êtes peut-être au courant qu'en Australie, il y a un programme national qui s'appelle le Working on Country Program. C'est des rangers là-bas. Et eux, ça fait depuis 2007 qu'ils existent. Depuis 1997, il y avait un programme d'aires protégées autochtones. Les aires protégées autochtones en Australie, en passant, couvrent 67 millions d'hectares. Et donc, c'est l'apport la plus importante sur les aires protégées dans tout le système national australien. Ces aires protégées-là sont localisées en majorité sur des territoires de propriété autochtone. Donc, il y a une différence légale au niveau du contexte de territorialité en Australie. Et quand ils ont fait une étude sur le retour sur l'investissement, la valeur vraiment réelle de l'investissement dans ces programmes-là, ils ont trouvé qu'en Australie, avec un programme qui avait 10 ans, le retour était de 1 à 3,5. Donc, pour chaque dollar investi, il y avait un retour d'une valeur de 3,5 de résultats. Ces retours-là, c'est pas juste des jobs, le nombre de femmes qui sont employées, mais c'est effectivement dans des indicateurs comme la réduction de la violence contre les femmes, comme l'augmentation du taux de santé, l'habilité de livrer l'éducation. Il y a des gens dans nos communautés qui sont, de façon traditionnelle, on n'enseigne pas avec un tableau en avant. La méthode académique ne fonctionne pas toujours dans nos communautés. On a plutôt une méthode d'apprentissage qui est expérientielle, qui veut dire qu'on observe et on s'essaye. Et ça, souvent, dans un parcours traditionnel, c'est pas facile pour une personne autochtone d'avoir un parcours traditionnel. Mais justement, les programmes de gardiens créent un contexte où on peut livrer des programmes d'éducation d'une façon expérientielle et vraiment aller chercher les étudiants où ils sont. Et justement, ça se traduit par une valeur économique. Au Canada, on a fait une étude sur 2 programmes qui existaient au territoire du Nord-Ouest. On a fait venir les mêmes consultants qui travaillaient en Australie pour qu'on ait un élément de compréhension, que vous pouvez comprendre qu'on avait un move politique. Là. On voulait convaincre notre gouvernement de faire un investissement. Fait on s'est concentré sur un autre pays du Commonwealth pour pouvoir faire une comparaison. Et quand on a étudié Decho First Nations, Decho ont un programme qui s'appelle le Decho K&D Program. Et l'Otso K, qui est sur le East Arm du lac des Grands Esclaves, c'est un programme qui s'appelle le Nihat Nidane Program. Et c'est des programmes qui sont assez jeunes. Il y avait 2 ans et 5 ans quand on a fait la mesure. Et dès qu'on a fait la mesure, on a pu vérifier qu'il y avait un retour de 2,5 à 1 déjà. Et selon l'estimé des évaluateurs, avec un investissement de fonds vraiment, ce qu'on appelle le core funding, ou de fonds permanents de support du gouvernement fédéral, ça pourrait augmenter de 3,7 à 4 $ de retour. On pourrait même aller au-delà du retour qui se voit en Australie, ici au Canada. Et on a l'intention de continuer de faire ces suivis-là en tant que mon organisme pour s'assurer de vraiment mettre une loupe sur les possibilités de tels programmes. C'est ce que je disais au niveau des valeurs des investissements. Puis vous allez voir que dans le fond, vous voyez qu'il y a une possibilité de partenariat à l'intérieur de ces programmes-là. C'est pas juste, quand on a approché le gouvernement fédéral, on n'a pas dit, OK, gouvernement fédéral, vous allez payer pour tout le programme, vous allez être responsable pour 2000 gardiens du territoire à travers le Canada et ça va vous coûter 1 milliard par année.
qu'on a dit, c'est que le gouvernement du Canada a un rôle particulier à jouer pour la stabilité des programmes. Mais les programmes doivent, pour survivre et pour être forts et vraiment rencontrer leur but en tant que l'atteinte des valeurs sociales, économiques, culturelles et environnementales, ça prend d'autres partenaires, que ce soit des compagnies forestières, que ce soit des gouvernements provinciaux, que ce soit des compagnies minières via des bénéfices et répercussions. Normalement, je fais cette présentation en anglais, ça se peut que je passe sur des mots. Et donc, c'est vraiment une chance que le gouvernement fédéral catalyse des opportunités de partenariat dans les localités. Et au niveau de la planification, ce n'est pas insignifiant. Donc, ici, je vous donne un exemple, c'est la communauté de Poplar River, c'est une communauté Oji-Cree à l'est du lac Winnipeg. C'est une des communautés qui est membre de Pimachoenaki, qui est le nouveau site d'héritage mondial de l'UNESCO qui a été nominé cette année par le Canada. C'est un exemple exceptionnel. Si vous avez une chance d'aller voir le site de Pimachoenaki, c'est quelque chose. Et à la base de leur application à l'UNESCO, c'est justement un plan de planification territoriale. Et ça, c'est la vision du plan. Dans le fond, ce qu'ils disent, la communauté, c'est que dans ce secteur-là, c'est une forêt, un environnement qui est tellement sensible qu'ils ne veulent aucun développement industriel. C'est assez rare dans une planification territoriale. Normalement, les communautés vont trouver un semblant d'équilibre par rapport à cette planification-là. Puis je vais vous donner d'autres exemples. Mais effectivement, ils ont choisi de tout protéger le territoire. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est une protection. Ce qui est en rose sur la carte, c'est une source de foresterie communautaire. Donc, c'est pour aller chercher leur bois de chauffage, un peu de bois de construction pour la réparation des maisons, etc. Mais c'est vraiment une échelle communautaire, c'est pas une échelle industrielle. Et les seules empreintes de développement, c'est les corridors pour les routes, parce que comme vous vous en doutez, le nord-est du Manitoba, c'est une région où il n'y a pas d'accessibilité. Et donc, il y a des communautés qui sont enclavées et non accessibles. Et ils ont demandé d'être sur le réseau routier. Et les communautés au sud ont accepté de permettre à leurs frères au nord, les frères et sœurs au nord, d'avoir un accès à la route. Donc, ils l'ont accommodé à l'intérieur de leur plan. Mais en général, c'est vraiment un plan où il y a une approche de conservation. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas du développement, c'est parce qu'ils ne voulaient pas du développement industriel. Et donc, avec le site de l'UNESCO, de l'héritage mondial, il y a des j'en ai jamais rencontré ces gens-là, mais il y a des gens qui font le tourisme de sites de l'UNESCO, ils font tout le tour. Ils vont partout à tous les sites, c'est comme un but, puis ils ont vraiment déjà, parce que ça fait quand même 10 ans que la communauté a fait un effort d'institution par rapport à ce programme-là. Ils ont quand même un apport à l'écotourisme qui est assez impressionnant à cause qu'ils sont reliés au programme de l'UNESCO. Ça, c'est un autre exemple de planification territoriale. Puis, d'après moi, en tant que professionnel de planification, c'est l'exemple la plus complète de planification territoriale au Canada. C'est le plan, le Decho Land Use Plan, en anglais. C'est un plan qui a débuté au début des années 2000. C'est Herb Norwegian qui était à la tête du groupe qui planifiait. Herb a été longtemps le président des Decho, de la Nation des Decho. Les Decho, en passant, c'est des aînés. Ce territoire, comme vous pouvez voir, c'est au territoire du Nord-Ouest. Je ne sais pas si ça va avec. Vous allez voir un... Non. En tout cas, je voulais vous pointer, mais je ne vous pointerai pas. Vous voyez le parc national de Nahanni, qui est l'originaire de l'UNESCO Canada. Et ce plan-là couvre 700 000 km². Donc, ce n'est pas insignificatif. Et quand vous regardez le plan en détail, vous allez voir qu'il y a vraiment une approche mixte et d'équilibre sur la conservation et le développement. Donc, toutes les aires qui sont vertes sur ce plan-là, c'est des aires de conservation.
Toutes les aires qui sont en mauve, c'est des aires de gestion spéciale, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs particulières et qui demandent une évaluation particulière s'il y a un projet de développement qui est proposé dans ces territoires-là. Donc, par exemple, il y a des régions dans le nord qui sont des régions qui sont sensibles pour le caribou montagnard. Et s'il y avait une proposition de mine, il y aurait une exigence d'analyse par rapport à l'impact sur le caribou montagnard. La zone qui est en hachurée, j'ai pas de pointeur. C'est ici. Et la technologie. Et là, c'est là. là, ça, c'est EDJ. Puis, pour ceux qui suivent les évolutions en conservation autochtone, EDJ, c'est la première aire protégée autochtone sous le Pathway to 2020. Target 1, qui appelle là, en lingo, en langage d'Environnement Canada. Et vous voyez que le plan a quand même, il y a presque 20 ans, ce plan-là, donc c'est une proposition qui date quand même de plusieurs années. Et c'est seulement cette année, quand le gouvernement fédéral a fait l'investissement nécessaire, que cette aire protégée-là a pu être créée. L'autre chose intéressante de cette aire protégée-là, c'est que ça permet une extension d'un programme de gardiens, le DHOKND. Et les aires protégées autochtones servent un peu comme un ancrage à ces programmes-là, parce que souvent, et j'en ai dirigé un quand j'étais à Innu Nation, souvent on dépend des projets ou du financement annuel. Par exemple, dans le temps où j'étais ingénieur forestier pour Innu Nation, j'appliquais au programme forestier des Premières Nations de services canadiens des forêts, je recevais 35 000 par année. Sur un territoire de 300 000 km², en passant, 35 000. Et donc, j'applique aussi pour Environnement Canada pour des programmes de contamination de l'eau. J'appliquais à service de la faune, Canadien de la faune, pour des programmes de la faune reliée au caribou. J'appliquais. Fait que là, ça faisait vraiment mon programme au complet. Mais si j'avais eu une aire protégée autochtone qui était permanente, qui avait un financement permanent, ça m'aurait permis de vraiment avoir un programme qui est ancré et sur lequel j'aurais pu bâtir des partenariats qui sont moins susceptibles à la réalité des changements de programme. On savait, Environnement Canada, ils décidaient, une année c'était les contaminants, l'autre année c'était l'eau, l'autre année c'était... Puis cette réalité-là ne permet vraiment pas, nous permet pas d'avoir une vision qui est la nôtre. C'est une approche où on réagit à la réalité financière plutôt que de planifier selon vraiment nos valeurs à nous, à le territoire. Et donc, ça encourage vraiment le gouvernement fédéral à reconnaître son apport à notre futur, qui est un futur de nationalité. Et en ayant des investissements dans ce genre de zones-là, ça nous permet vraiment de pouvoir réaliser notre vision, nos visions et nos buts en tant que nation autochtone. Ça, je vais maintenant vous parler de mon expérience propre à Innu Nation au Labrador. J'ai été ingénieur forestier pendant 10 ans pour la nation Innu au Labrador. Vous allez peut-être être surpris qu'il y avait une foresterie commerciale au Labrador, mais il y a effectivement un microclimat autour de la communauté de Goose Bay qui fait qu'il y a vraiment une belle forêt qui permet une approche commerciale au Labrador. Mais Innu Nation aussi a d'autres enjeux sur le territoire quand Innu Nation évalue si un projet est approprié, il l'évalue avec une vision de tous les autres projets autour sur le territoire. Donc, vous en doutez peut-être, mais la base militaire de Goose Bay, où ils font des vols à basse altitude, ça a quand même un impact important sur le territoire, notamment sur le caribou.
je m'en souviens, la première semaine que quand je suis montée au Labrador, que j'étais tout jeune, j'avais 24 ans, je venais de finir l'université, j'étais athlète, j'étais joué au hockey, j'étais quand même en forme. J'étais en train de faire de l'inventaire, je montrais à mes gardiens comment faire de l'inventaire forestier. On était dans une vallée de rivière. Là, je suis en train de mesurer mon arbre, tu sais, DBH, puis là, je notais mes affaires. Puis à un moment donné, je me ramasse sur mon dos. Ben voyons, c'est quoi cette affaire-là? C'était un avion qui était passé à 30 mètres au-dessus de ma tête, puis je voyais le pilote. C'était un avion de chasse. C'était un avion, je pense que c'était les Allemands. Puis, qui était à 30 mètres, puis moi, en tant qu'humaine, que je savais c'était quoi, j'étais quand même jeune, en forme, je me suis ramassée sur le dos. La première chose qui m'est venue à l'idée, c'est qu'est-ce qu'un caribou pense d'une expérience comme ça. Et donc, vraiment, les activités militaires ils ont quand même des impacts assez importants pour nous et c'est vraiment une lunette par laquelle on regarde pour le son, dans laquelle on voit vraiment les impacts des activités humaines. Mais il y a aussi les mines. Voisey Bay, c'est la plus grande de nickel au monde. Les mines dans l'ouest du Labrador, Fermont, Labrador-Cité, Wabush, c'est les plus grosses mines de fer au monde. Donc, sur le territoire Innu, il y a quand même un apport de développement économique qui est assez important. Il y a aussi, je pense qu'on est rendu le 6e projet d'hydro le plus gros au monde, là, maintenant que la Chine a fait quelques projets d'hydro. Et donc, c'est quand même un territoire qui est impacté. Fait que quand on pense à la foresterie, il faut quand même, c'est pas juste une planification, c'est une lentille forestière, mais c'est une planification qui dit est-ce que notre territoire va nous permettre de demeurer si on permet un développement forestier. Donc, pour vraiment satisfaire notre côté technique forestier, là, la région dont je parle, c'est la région du district 19. Le district 19, c'est, là, je pense que je vais pouvoir le faire. Le district 19, c'est lui. Ah, pas pire. Et ça, c'est le 19A, et il y a 19 ici. La plus grande partie, elle a 7,1 millions d'hectares. Donc, et ici, c'est 2,2 millions d'hectares. La raison qu'il y a une séparation entre les deux, c'est à cause d'une réalité d'inventaire. Il y a de l'information d'inventaire dans ce secteur-là, mais pas d'information d'inventaire dans la zone plus grande. C'est une réalité du Nord. Souvent, on n'a pas des données pour pouvoir faire une planification. Donc, vraiment, là, sérieux, quand j'ai fait le plan forestier, là, je le faisais à mi-temps en calcul. Je n'ai pas fait de GIS. Il n'y avait pas de. J'ai vraiment fait la méthode classique, la première chose qu'on apprend en planification territoriale en foresterie, le calcul d'hectares par volume, etc. C'est vraiment à mi-temps que je l'avais calculé. La possibilité forestière. Maintenant, c'est plus sophistiqué, là, mais en 2002, c'était assez curieux de faire ça en mi-temps, encore dans le bord. Quand on a pensé au développement forestier, comme je disais, on a pris une lentille plutôt de ce qui doit rester, plutôt de poser la question de ce qu'on peut prendre. Donc, quand on a regardé une approche écosystémique, on a dit, OK, il y a des zones qui sont assez importantes. D'abord, ça, c'est maintenant le parc national des Monts-Mini, ou en Ido, on dit Akam-Ouampish. Donc, étant donné que ça allait devenir un parc national, il fallait l'enlever de notre terre forestière. Ici, c'est où il y a un arbre de caribou de Red Wine. Cet arbre de caribou-là, c'est l'arbre qui a été étudié le plus longtemps au Canada. C'est où les premiers colliers c'est les nitrous ont été installés sur des caribous au Canada. C'est pour cet arbre-là, justement à cause des vols à basse altitude qui avaient lieu des années 70-80. En passant, quand je suis arrivée à Voisey, il y avait en moyenne à peu près 20 000 sorties d'avions par année. Sorties, c'est des décollages d'avions. Donc, c'est quand même, c'était quand même important. Donc, ça, ces deux aires-là servent comme ancrage de notre réseau d'aires protégées. Et ici, on voit la rivière Churchill,
qui est la plus grosse rivière au Labrador. C'est vraiment, nous autres, on l'appelle la Mistachoukou. C'est aussi en passant le nom de la rivière Moisy, au nord de cette île, c'est aussi la Mistachoukou. Ce que ça veut dire, c'est grosse rivière. Dans notre langue, on n'est pas nécessairement créatif au niveau de nommer des places. Là. Ici, c'est un complexe de lacs et d'air humide qui est important pour les oiseaux migrateurs en particulier. Et on a vraiment une utilisation forte de cette région-là. Et malgré ça, je parlais des vols à basse altitude. Là, ici, là, il y a une grosse base militaire aussi, où ils lancent des bombes encore. Encore aujourd'hui, ils lancent des bombes dans cette région-là. Et donc, c'est assez curieux d'avoir une approche chez nous, une anti-nous qui dit on doit se protéger, on doit se protéger. Puis là, maintenant, on se regarde s'il y a une bombe qui tombe d'un avion sans qu'on ait un petit contrôle. C'est une situation qui se passe souvent dans le Nord. Ici, c'est un corridor parce qu'il y a une population de caribous forestiers assez importante ici. Et c'est un corridor pour relier la population de caribous des Monts-Mini. Et c'est drôle parce que le gouvernement de Terre-Neuve ou du Québec ne reconnaît pas nécessairement cet arbre-là comme étant un arbre. Si vous regardez les cartes là, par rapport aux arbres au Québec, là, c'est une zone qu'ils ont nommée écosystème continu, territoire continu de caribous parce qu'ils n'ont vraiment pas de données. Ils n'ont pas fait d'études et ils n'ont pas pu cibler les arbres. Mais nous, on sait qu'il y a des caribous dans cette région-là. Donc, on a permis qu'il y ait un corridor reliant les deux. Ici, c'est un autre complexe de zones humides. Et quand on faisait la planification, on avait quand même pensé une possibilité d'avoir accès à des crédits de carbone éventuellement. Et comme vous le savez, au niveau des crédits de carbone, il faut démontrer une additionnalité par rapport à la planification. Donc, il faut démontrer qu'autrement, ça serait disponible pour la foresterie. Et c'est nous qui avons fait un choix de conservation pour pouvoir bénéficier des crédits de carbone. Donc, on avait planifié justement dans le design de notre plan forestier de cette possibilité-là. Ici, c'est une zone d'argile. La forêt se retrouve c'est vraiment une zone curieuse au niveau de l'écosystème. On voit tout de suite que c'est une zone qui est différente du reste de la place. C'est vraiment, au Labrador, on a vraiment un territoire qui est très sablonneux. Et donc, avoir une zone d'argile, c'est quand même rare dans cette place-là. Donc, c'est une place qui avait vraiment une susceptibilité d'impact assez importante si on avait des opérations forestières dans ces zones-là. Donc, on l'a protégé. Ici, ça amène, plus au nord, ici, il y a un lac qui s'appelle le Harp Lake, qui est un fjord intérieur, et c'est une zone écosystémique aussi importante. Donc, vous voyez qu'on avait quand même une approche où on analysait le potentiel et l'importance écosystémique dans les zones à cette échelle-là. Et si on additionne les aires protégées à cette échelle-là, ils représentent quand même 50% du territoire, ce qui est important. Si on pense au Québec, on n'est même pas à 12 plusieurs places. Donc, c'est vraiment une approche qui est assez différente. On ne s'est pas tenu à l'échelle du paysage, on a quand même fait le même exercice à toutes les échelles. Quand donc à l'échelle du bassin versant et à l'échelle du peuplement aussi, de la planification du peuplement, et quand on voit le résultat, je vais faire un zoom, là, mais ces zones ici, là, ils n'ont pas plus que 20 hectares en moyenne, les ouvertures. Et si on avait, avant l'apport des Inno-Nations, au niveau de notre approche écosystémique, le seul à protéger qu'il y aurait eu dans ce bloc-là aurait été cette rivière, sinon le reste aurait été coupé. Donc, vous voyez vraiment qu'avec les gardiens qui passent du temps et contribuent avec leur valeur et leur approche chez nous, que la foresterie ne se ressemble pas à la foresterie classique qui aurait autrement eu lieu, que le gouvernement de Terre-Neuve aurait favorisé. Même quand on faisait la planification, le gouvernement de Terre-Neuve voulait mettre une usine de pâte et papier à Goose qui aurait mangé, vous savez, là, dans le temps, il disait que ça va prendre au moins 400 000 mètres cubes, mais vous savez qu'une usine de pâte et papier va manger plus de 400 000 mètres cubes. Dans la région où on travaille maintenant, la possibilité forestière après cet exercice-là est de 200 000 mètres cubes.
on s'est pas tenu à une valeur écologique. On a aussi fait le même exercice au niveau culturel. Donc, on a regardé la nation Innu avait quand même plus de 30 ans de données d'utilisation territoriale parce qu'elle était et encore en processus d'affirmation de droits et de revendication territoriale. Donc, on avait quand même une bonne base de données sur l'utilisation culturelle et on a appliqué c'est un exercice GIS qu'on a fait où on a créé des genres de calculs où on concentrait les aires protégées où il y avait le plus de points d'utilisation, de données d'utilisation Innu. Donc, vous pouvez voir, c'est surtout des rivières, des corridors de transport. C'est normal, on est un peu plus normal ici les caribous, ici le territoire. Il y a quelques exceptions. Ici, c'est des apports de bois pour la communauté. Le Labrador, même si on a quand même une industrie qui n'est pas chère à cause du développement hydroélectrique à Churchill Falls, il y a quand même une culture de brûlage de bois de chauffage et donc il y a quand même une demande assez importante. Et on avait réservé les forêts qui sont près des communautés pour le bois de chauffage. On a aussi fait un exercice ici, c'est le lac Melville, le lac Grand Lake, c'est le lac Melville ici. Et ça, c'est un lac où il y a vraiment une présence assez importante de villégiature de la communauté de Goose Bay, de la communauté de Chahajit et de la communauté de Northwest River. Et donc, on a fait un exercice GIS et toutes les zones où un bateau sur le lac pourrait voir une opération forestière ont été enlevées de la possibilité forestière. Donc, ça veut dire qu'en théorie, quand tu es sur le lac, tu ne devrais pas pouvoir voir aucune opération forestière. Il y a eu des petites erreurs de calcul. J'ai fait le test. Je suis allée en bateau autour du lac. J'ai vu quand même des petits éléments, mais il faut vraiment qu'ils les cherchent pour pouvoir voir des opérations forestières. Ici, c'est où il y a des plus grosses, les arbres à plus haute valeur économique, c'est vraiment des grosses épinettes blanches. Là, et donc, on a réservé cette zone-là pour un test de développement forestier communautaire pour voir s'il y avait des gens dans Goose Bay qui voudraient avoir des petites scieries commerciales pour tenter de se faire une petite business. Ce qu'on a vu, c'est qu'avec le développement de Muskrat Falls, qui a quand même beaucoup d'emplois, c'est que dans le fond, il n'y a personne qui a pris avantage de cette opportunité-là. Donc, cette zone-là, cette forêt-là existe encore. Il n'y a pas eu de coupe forestière. Et ici, c'est simplement de boulot blanc pur. C'est assez rare dans le Nord. C'est vraiment une zone exceptionnelle au niveau écologique. Donc, on a pris ça comme une valeur culturelle parce qu'il y avait des gens qui voulaient faire justement du développement de sirop de boulot. Ce n'est pas facile à faire, mais c'est délicieux. Donc, si on ajoute les deux, le culturel et l'approche écologique, le résultat, c'est des zones des management units qu'on appelle des zones de gestion forestière. Et dans chaque zone de gestion forestière, il y a une série de conditions pour le développement forestier et la coupe forestière. Ici, juste pour vous dire, au nord, ici, ça, c'est 50 000 mètres cubes au niveau de la possibilité, et ici, c'est 150 000. Pourquoi c'est séparé en deux? C'est parce que ça fait juste à peu près 5 ans qu'il y a un pont sur la rivière. Et quand j'ai fait la planification forestière, il n'y avait pas d'accès au sud. On avait planifié avec la compréhension qu'elle allait éventuellement avoir un accès. Mais il n'y avait pas de pont, donc on a quand même calculé une possibilité forestière où il y avait de l'accès. Quand, au début du développement forestier au Labrador, ça fait quand même plus de 100 ans que la foresterie au Labrador, croyez-le ou non. La première usine forestière, c'était ici, à Mud Lake. Et c'était une compagnie de New York qui sont montés en bateau vapeur avec une scierie sur le bateau vapeur. Ils sont arrêtés à Terre-Neuve et sont montés jusqu'ici. Puis là, ils ont frappé une berge de sable, parce que c'est quand même assez sablonneux, cette région-là. Donc, le bateau vapeur est resté pris. Ils ont sorti la scierie et se sont installés où c'était. Parce que c'est quand même une scierie en 1907 sur un bateau vapeur. C'est lourd.
Donc, il y a quand même une historique de foresterie. À la fin des années 60, le premier ministre de Terre-Neuve, c'était Joey Smallwood. Joey Smallwood, c'était quand même un caractère assez intéressant. C'est lui qui a amené la province de Terre-Neuve dans la Confédération canadienne. Et il y avait vraiment une vision de développement. Une des raisons pour laquelle Terre-Neuve s'est au Canada, c'est parce qu'il y avait un manque d'argent. Il y avait vraiment une dette importante qui apportait à Terre-Neuve. Et pour l'une des conditions pour se joindre au Canada, c'est que le Canada offrirait un support financier à Terre-Neuve. Donc, mais Joey Smallwood avait quand même une ambition d'indépendance. Et il y avait plusieurs projets qui avaient prôné à Terre-Neuve, entre autres le développement hydro à Churchill Falls. Ça, c'est un projet de Joey Smallwood. Et l'autre gros projet qui a impacté le Labrador, c'était une compagnie qui s'appelait le Labrador Line of Board. Et c'était une usine qui était installée à Stephenville, sur la côte ouest de Terre-Neuve, qui a été bâtie avec une intention spécifique, le besoin spécifique d'avoir accès au bois du Labrador. Dans les années 70, dans cette même région où nous, on a calculé une possibilité de 50 000 m3, il coupait 350 000 m3 par année. C'était 350 000 m3, c'était des Terre-Neuviens avec des skis mécaniques, des skidders, puis c'était vraiment, comme tu disais, au début, quand je parlais du caribou, les montagnes bougeaient de caribou, mais dans le temps, les montagnes bougeaient de Terre-Neuviens. Et quand le monsieur qui a commencé la compagnie, qui était un caractère assez intéressant, s'est sauvé dans les Caraïbes avec l'argent de l'usine. Et donc, quand les Terre-Neuviens qui étaient dans la forêt ont su que leur boss était sauvé dans les Caraïbes avec tout l'argent de la compagnie, ils ont littéralement laissé le ski dans les forêts, ils ont laissé les skidders, ils ont laissé le bois. Puis aujourd'hui même, quand c'est arrivé, là, on le voit moins, là, mais quand c'est arrivé, on faisait des tours en hélicoptère là, pour faire notre planification territoriale. On voyait encore les grosses piles de bois qui avaient été laissées par le Labrador Liner Board. Il y avait presque 700 000 m3 de laissés sur le territoire. Et parce que ça faisait partie des valeurs de la compagnie, les gens de Bay, les gens de Northwest River et les Inuits n'avaient pas de droit d'accès à ce bois-là. Donc, il y a vraiment des grosses piles qui sont juste restées là pendant des années. Donc, des années 90, quand la province de Terre-Neuve a rapproché Innu Nation pour recommencer une industrie forestière dans la région, vous pouvez comprendre que les Inuits disaient, ben là, c'est sûr qu'on ne veut pas une expérience comme on a eu avant. Est-ce que vous pouvez nous garantir que ça sera pas comme ça? Puis la réponse de Terre-Neuve, malheureusement, c'était non. C'est vraiment curieux comme approche de bâtissage de relations. On était quand même dans les années 90, mais pareil. Et donc, les Inuits qui venaient vous vous en souvenez peut-être, en 89, les Inuits avaient bloqué l'OTAN. Quand vous parlez des vols à basse altitude, les Inuits avaient réussi à empêcher les avions chasseurs d'atterrir sur la piste d'atterrissage à Goose Bay en installant des tentes sur la piste d'atterrissage. C'est une histoire que j'adore parce que c'est des femmes Inuits qui ont mené l'action. Les politiciens Inuits, d'habitude, c'est des hommes qui étaient dans une salle et ils parlaient, qu'est-ce qu'on fait, là, ils planifiaient la média, puis là, ils allaient appeler leur ami qui est ministre de l'autre. Et pendant ce temps-là, les femmes ont perdu patience. Fait qu'ils ont tous été dans des vannes, ils ont ramassé les enfants, ils ont ramassé le tente, ils sont allés sur le site, ils ont brisé la clôture autour de la piste d'atterrissage, puis en 45 minutes, ils avaient monté une tente et il y avait une femme qui pendait du bois. Et une minute après, il y avait un feu dans le poêle. Et la police militaire, qui était, eux, il y avait à peu près 70 personnes. Il y avait, pour 70 personnes, je pense qu'il y avait 12 policiers militaires. Puis, il n'y avait rien à faire. Hein, il était vraiment... Fait que c'est comme ça que les Inuits ont réussi à bloquer l'OTAN. Et donc, 3 ans plus tard, quand la province les a approchés pour la foresterie, puis Innu Nation disait non, on veut vraiment une approche différente. Ils ont pris au sérieux. Ça a vraiment aidé que les Inuits se soient levés contre l'OTAN.
Et en passant 3 ans plus tard, c'est là qu'ils ont fait le blocage pour vous éviter. Là, donc, c'est une nation qui n'a pas peur de s'affirmer au niveau de ses droits, de ses besoins, et ça a créé de l'espace de collaboration. C'est bizarre à dire, là, c'est une approche de confrontation qui crée un espace de collaboration, mais c'est réellement ça. Et donc, quand on a revu le développement forestier dans cette région-là, Illumination a pris une approche différente, et justement, l'approche que je viens de dire a résulté dans une possibilité forestière de 50 000 mètres cubes. Donc, quand même un septième de ce qui se récoltait dans le temps. D'autres exemples de leadership qui m'intéressent beaucoup, c'est que c'est pas juste la planification territoriale qui importe, mais c'est réellement des relations politiques entre les nations et les organismes qui importent. Et ça, c'est une photo dont je suis très fière. C'est une photo qui démontre la signature et l'acceptation de la stratégie de la TRACI, la table ronde autochtone pour le caribou de la péninsule de l'Angava. En anglais, on l'appelle la APCAR. Et c'est la première fois que les 7 nations qui dépendent du caribou de l'Angava s'assoient autour d'une table. Dans toute l'histoire de ces nations-là, que ce soit pour des enjeux économiques, que ce soit pour des enjeux sociaux, le suicide, il n'y a jamais eu un instant où ces nations se sont assises ensemble. Il y a quand même des exceptions, là, les Cris, les Inuits et les Naskapi travaillaient ensemble à cause de la Convention. Mais que les 7 sont ensemble, ça ne s'est jamais passé. Mais en 2013, on a su que le troupeau de la Rivière-Georges était à 74 000 au niveau de sa population. Et ça nous a vraiment frappés. Et on a tenu un sommet à Kuujjuaq, un sommet d'urgence. Et c'est là que la TRACTU a été formée. 3 mois plus tard, la TRACTU avait été formalisée. Elle avait un comité exécutif, un comité technique et un plan de travail. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, là, c'est assez rare dans un contexte autochtone où il y a 7 nations de réussir en 3 mois de formaliser le processus. Hein. Puis c'est moi qui est facilitatrice, donc vous voyez, je suis assez fière d'avoir réussi d'avoir fait ça, parce que c'est quand même un challenge qui est pas facile. Même à l'intérieur des nations, souvent, des communautés, c'est pas facile d'avoir des accords. Là, comme vous imaginez, entre des nations, comment ça peut être. Mais pour moi, c'est le futur, justement, de la gestion sur le territoire autochtone. Et 4 ans plus tard, on a réussi ensemble à développer une stratégie d'aménagement et de gestion du caribou. Et c'est une stratégie, là, vous pouvez la trouver sur n'importe quel site des membres de la TRACTU, que ce soit la Nation Cri, Makivik, les Naskapi, tous les sites web ont toute cette stratégie-là de disponible. Et c'est une stratégie qui amène une approche vraiment autochtone, qui diffère beaucoup de l'approche des gouvernements provinciaux, que ce soit le Québec ou le Carnivore-Labrador. Normalement, dans la gestion du caribou, c'est ce que j'appelle la switch on-off, chasse on, chasse off. C'est vraiment ça. Ça se résume à ça, l'utilisation par le caribou migratoire. La stratégie propose une approche beaucoup plus nuancée qui reconnaît la réalité du cycle de la population. C'est des catégories de population dans la stratégie. Pour chaque catégorie, il y a une série d'indicateurs. Et ces indicateurs-là sont scientifiques et autochtones. Donc, par exemple, on suit quand même des choses comme le taux de naissance de caribou et la survie des petits. On suit quand même des indicateurs comme le mouvement et l'agrégation des caribous, etc. Parce que c'est pour ceux qui suivent cet animal-là, selon la grosseur du troupeau, il ne se tient pas toujours de la même façon, l'ensemble. Et selon les indicateurs, il y a une série d'options de gestion. Donc, c'est vraiment une approche qui est beaucoup plus nuancée. Et vous allez voir, si vous voyez la stratégie, ça se lit très bien aussi parce qu'au début de la stratégie, normalement, un plan d'aménagement, comme vous le savez, c'est voici les conditions biologiques, voici les conditions, c'est comme ça qu'on débute comme un plan normal au niveau du caribou. Dans le cas de la TRACTU, c'est voici notre relation avec le caribou, voici notre responsabilité envers le caribou. Et ensuite, les actions
gestion en découle. Donc, c'est juste un plug là, pour que vous ayez voir ça. L'exemple de leadership au niveau de la gestion du caribou n'est pas unique au Québec. Pour ceux qui suivent la tendance, il y a vraiment, dans tout le nord canadien, il y a vraiment une présence accrue de gestion par les peuples autochtones. Je peux pointer la communauté de Delmé, qui est la seule communauté qui se trouve sur le lac des Grands Ours, au territoire du Nord-Ouest. Qui, en passant, si vous avez une chance d'aller là, c'est vraiment spectaculaire comme environnement. Là. Le lac des Grands Ours a les plus grosses truites des lacs au monde. Le record, je pense qu'il y a à peu près 117 livres. Le plus gros, moi, j'ai pris, il y avait 40 livres. Et c'est la communauté, le plan de la communauté pour le caribou de cette région-là, c'est le Blue Nose East et Ouest. C'est la première fois qu'un plan communautaire a été accepté tel quel par un gouvernement de la Couronne. Et donc, il y a vraiment une tendance à cette action-là. Et c'est le fun de voir qu'au Québec et au Labrador, ça se passe. Donc, je pense que je vais m'en tenir là. Moi, j'aime beaucoup les échanges, les dialogues. Je sais que Pierre va animer un peu ce dialogue. Donc, pour ce qui est de la présentation formelle, je suis lieutenant, merci beaucoup. Vous voyez mes coordonnées, n'hésitez pas de faire un suivi. Si jamais vous avez des questions ou d'autres choses, ça me ferait plaisir. Merci Valérie. Je suis Pierre Godbout, je vais animer la période de questions. Donc, comment faire pour poser une question? Si vous êtes en région, vous allez dans la liste des participants et sélectionnez l'icône main levée. Ça va nous indiquer que vous avez une question. Vous pouvez aussi poser votre question avec le chat. Et pour les participants en salle, vous n'avez qu'à aller au micro. Dans les deux cas, je vous demande de vous nommer et de nommer l'organisation que vous représentez. Donc, est-ce qu'il y a une question en salle? Allez-y si vous avez une question. On va juste baisser le micro. Merci, Pierre. C'est pour l'auditoire. Hein? Alors, merci beaucoup, Valérie, pour la présentation. J'aurais peut-être une question par rapport à toute l'approche de gardien. Là, tu as parlé d'un genre d'entente entre les nations pour le caribou. Est-ce que, par rapport à cette entente-là, est-ce que l'approche gardien est comme une étape qui va en découler à un moment donné? Parce que je pense que ça pourrait nous intéresser dans la salle. Sûrement, oui. Effectivement, la mise en œuvre de cette stratégie-là le plan de travail pour la mise en œuvre de la stratégie, c'est la création de 5 plans d'action, dont un des plans, c'est le suivi et la gestion active territoriale de ce caribou-là. Donc, ça va? OK. Donc, on a demandé du financement justement du Service canadien de la faune pour créer non seulement le secrétariat de la FACTU, mais aussi un programme connexe de gardiens qui va permettre vraiment une gestion active par les nations de ce caribou-là. Donc, on peut voir dans la prochaine année ou deux, on va avoir une augmentation de 14 gardiens qui vont s'occuper du caribou de la Vierge-Georges et de la Rivière-aux-Feuilles. Dans ce cas-ci. La FACTU a quand même des intérêts pour le caribou forestier aussi. Donc, vous pouvez vous imaginer, les Inuits, les Naskapi, les Cris, ce sont tous des nations qui ont aussi du caribou forestier sur leur territoire. Et l'approche qui a été développée pour le caribou migratoire va influencer et inspirer l'approche éventuelle de gestion pour le caribou forestier aussi. Donc, c'est le fun j'encourage de suivre les activités de la table ronde parce que justement, ça vous donne un indice sur comme l'approche qui
vont prendre pour le futur. Au niveau des gardiens du territoire au niveau national, la façon qu'on... 25 millions, c'est pas assez pour les gardiens au niveau national. Juste pour vous donner un contexte, là, un gardien, en général, peut coûter à peu près 100 000 par année en salaire, équipement et en éducation, en programme de formation. Donc, si on veut créer un contexte, il y a quand même 634 réserves au Canada, Premières Nations, 51 communautés inuites et je ne sais pas combien de communautés métisses. Et si on pense qu'un programme devrait avoir au minimum 2-3 personnes, on le sait sur le territoire, on n'y va pas tout seul. C'est quand même un programme qui n'est pas donné là, au niveau du coût. Mais comme je vous dis, le retour de ces programmes-là, c'est 4 à 1. C'est quand même un investissement qui est important et qui en vaut la peine. Donc, pour continuer le mouvement des gardiens au niveau national, on est en création d'un réseau national des gardiens et un processus de partenariat avec le gouvernement du Canada où on veut faire le cas pour un investissement beaucoup plus important dans le futur. Et quand nous, l'initiative de leadership autochtone, les premières fois qu'on approchait le gouvernement, on avait proposé 500 millions comme programme. À 500 millions, ça nous permettait d'avoir un programme dans 220 communautés et de créer 16 000 positions 1600 positions de gardiens au Canada. Je me permets de cet éditorial, je pense que le Canada aurait vraiment une nouvelle face avec une réalité comme ça au niveau territorial. Et ce réseau, le challenge du réseau, Lise, c'est vraiment de faire le cas pour un investissement plus permanent du gouvernement du Canada. Mais ce n'est pas juste le gouvernement qui est intéressé à ce scénario-là. Dans mon monde, mon organisme est financé par la philanthropie. Et dans le monde philanthropique, c'est un monde qui aime beaucoup investir à catalyser le changement. Et il y a quand même un intérêt important dans ce monde pour financer ce genre de programme-là. Et aussi le côté industriel. L'Association minière du Canada nous a aidés dans nos efforts avec le gouvernement, nous a donné un support, et non seulement une lettre de support, ils ont fait une campagne médiatique pour supporter notre proposition, justement parce qu'ils voient des bénéfices assez importants pour eux. Donc, si on prend vos idées, par exemple, la plus grosse mine de nickel au monde, il y a l'entente de bénéfices et répercussions, j'ai de la misère à dire ça en français, ADA, ont des conditions dans lesquelles il y a une obligation de la compagnie de permettre une présence de gardiens du territoire inou en permanence. Donc, ça a été les premiers à avoir des jobs quand la mine a commencé, puis ça va être les derniers à perdre le job quand la mine va fermer. C'est les seuls qui ont accès à tout le site minier. Vous savez, dans les mines, c'est quand même assez contrôlé au niveau de l'accès, etc. Et il y a un incident qui a eu lieu à Reed Brook, qui est une rivière qui donne à l'océan. Et ça a donné qu'il n'y avait pas d'effectifs de la mine. C'était une place complètement où il n'y avait pas d'activité. Il y avait eu des activités avant, mais c'était une place où il y avait comme une pipeline qui passait, qui traversait le ruisseau. Là. Et il y a eu un bris. Et donc, il y avait quand même des déchets miniers qui se jetaient dans la rivière, qui avait des poissons qui, elles, se jetaient dans l'océan. Donc, vous pouvez imaginer qu'elle était susceptible à une intervention par pêche océan. Et c'est des gardiens inuits et inuits qui ont remarqué qu'il y avait un problème. Ils ont intervenu. La compagnie a quand même eu une amende. Je pense que c'était 3,5 millions en amende pour cet incident-là. Mais si ce n'était pas des Inuits et des Inuits, des gardiens qui étaient sur place, cette amende-là aurait été tellement importante que cet incident unique a payé pour le programme à vie des Innu Nation. Donc, tu sais, l'association minière a quand même vu les possibilités par rapport à une approche comme ça. L'Association forestière Canada n'a pas octroyé le support demandé au programme. Je ne veux pas parler pour eux autres, mais j'espère qu'ils vont revoir la possibilité. Dans mon expérience, la planification à Innu Nation ici, là, on voyait
si on s'en revient c'est cette approche ici, là. Je ne sais pas comment éclairer toutes les choses, mais ça, c'est pas Valérie Courtois, ingénieur forestier, qui a fait cette éducation-là. C'est les gardiens qui sont une expérience. Et ça, il y a vraiment un potentiel important. L'autre chose qui est intéressante, c'est justement à cause de l'historique qui avait lieu avec Terre-Neuve, où il y avait vraiment des Terre-Neuviens qui faisaient bouger les montagnes avec eux aussi à Chêne. La communauté de Bouzébé n'avait pas confiance dans le gouvernement de Terre-Neuve sur la planification forestière. Et il avait planifié, il y avait un groupe de citoyens qui s'était organisé, qui voulait bloquer toute foresterie dans cette région-là. Mais quand les machines est arrivé, il avait vu, il voyait qu'on était en co-gestion de cette région-là. On a dit, on a confiance en nous, on n'a pas besoin de processus, c'est bon. On accepte la foresterie dans cette zone-ci. Donc, c'est quand même curieux, là, une communauté non autochtone qui ne faisait pas confiance à son propre gouvernement. Et à l'arrivée des Inuits, parce que les Inuits avaient quand même défendu contre l'OTAN, ils avaient défendu contre la mine, ils avaient défendu contre les développements non équilibrés, il y avait une confiance dans la population de Bouzébé. Ça a été une leçon assez curieuse. C'est moi qui faisais la consultation. J'ai vraiment resté surprise. Et ça, je pense que c'est une possibilité ailleurs. Ça peut se passer au Labrador, c'est sûr, ça peut se passer ailleurs, cette réalité-là. Je rappelle aux gens en région, si vous avez une question, vous avez qu'à cliquer votre nom de participant dans la liste des participants. Et lorsque je vous nommerai, vous n'aurez qu'à faire l'étoile 6. Y a-t-il une autre question en table? S'il te plaît, lève le micro et approche-toi du micro. Ça va être mieux. Mon nom est Nicole Tremblay. En fait, là, je suis un ingénieur forestier à la retraite. Actuellement, en fait, peut-être ma question pour Valérie, là, c'est certain que je savais déjà pas mal ce qui s'était passé là, au niveau de Terre-Neuve. J'étais aussi au courant des négociations au moment où il n'y a pas grand monde qui le savait là, avec les 7 nations. Là, je vois effectivement que par rapport à Terre-Neuve, il y a eu des choses quand même très intéressantes pour être capable d'appliquer ce que moi j'appellerais plus une équivalence d'une foresterie autochtone et à partir des nations elles-mêmes. Dans tout ce que tu as dit, en fait, c'est certain que j'ai été, moi, 17 ans à Terre indienne, en fait, ce qui fait qu'on a eu à financer, surtout dans le cadre des négociations globales, des gardiens du territoire, en fait. Mais on a eu de la misère à garder ces programmes-là. Là, je vois que il y a une meilleure sensibilisation qui a pu être comprise parce qu'elle avait déjà été faite avant. Mais là, je n'ai pas entendu le mot gouvernement du Québec de tout ce que tu as dit. Et je voulais juste voir si par rapport à votre organisation, là, il se passait quelque chose, au moins une sensibilisation, parce que au Québec, il y a eu effectivement l'entente avec les grilles où on a permis une foresterie un peu différente. Moi, j'ai parlé à ce moment-là avec le sous-ministre qui était responsable au moment où ça a été fait. Et j'ai dit, pourquoi vous ne faites pas pareil à tous les autres? Il faut qu'il y ait une entente. Il faut qu'il y ait une entente. Mais là, j'ai dit, pas brillant ton affaire. Tu attends une entente, tu n'auras pas. Applique des choses intéressantes sur les territoires autochtones tout de suite. Mais là, il ne l'a pas fait. Merci, Nicole, pour ta question. Effectivement, la position politique du gouvernement du Québec est de ne pas reconnaître des droits qu'il ne négocie pas. Donc, dans le régime qui existe dans le territoire conventionné est différent du régime qui existe dans les autres territoires, notamment sur le territoire Innu. Parce que, comme vous le savez peut-être, ceux qui sont familiers, il n'y a que 3 communautés sur les 9 qui sont en négociation territoriale. Le reste ont abandonné leur approche de négociation, justement parce qu'ils ont perdu patience avec le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Dans le cas des Inuits, ça fait depuis 1979 que la revendication territoriale globale est enregistrée. Donc, c'est quasiment le complet de ma vie que les Inuits sont en négociation. Ça coûte très cher. La politique qui a changé cette année, là, mais la politique qui existait depuis jusqu'à cette année, c'était que tous les coûts
que les nations utilisaient dans le processus de la négociation allait être déduit du résultat de cette négociation-là. Donc, il y avait vraiment un intérêt des gouvernements pour que les négociations durent longtemps, parce qu'à la fin, ça coûterait moins cher. C'est vraiment bizarre comme contexte de relations et de réconciliation. Et donc, au Québec, c'est un problème. Le gouvernement québécois a vraiment une approche assez étroite de reconnaissance des droits, justement parce qu'il ne reconnaît pas des droits qu'il ne négocie pas. C'est une position constitutionnelle. C'est une position qui, d'après moi, on va voir une fin de vie assez bientôt. Depuis les années 70, il y a plus de 150 causes à la Cour suprême qui ont été gagnées par les peuples autochtones de reconnaissance de droits et de titres. On se rappelle en 2014 la cause de Tsilhqot'in qui a été vue par la Cour suprême du Canada qui reconnaissait justement les titres. Les conditions derrière la revendication des Tsilhqot'in sont les mêmes au niveau du titre que les conditions pour la nation Innu, la nation Sikamek, la nation Algonquine, qui n'ont pas de revendication, ils n'ont pas de traité réglé. Donc, j'encourage le gouvernement du Québec justement d'avoir une approche proactive pour dire que c'est bien mieux de figurer, d'essayer de régler une relation tout de suite sans qu'il y ait des grosses pressions légales et autres qui s'imposent sur ce processus-là. Et effectivement, il y aurait une foresterie adaptée à promouvoir. Je suis d'origine de Mastoyat, au Lac-Saint-Jean, qui est quand même une historique importante en foresterie. Ça a été le début vraiment de l'industrie forestière industrielle au Canada. Ça a été au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On voit quand même beaucoup les impacts. Je suis une mangeuse de caribou et je n'ai jamais mangé du caribou au Lac-Saint-Jean. Jamais, dans ma vie. Je viens de là. Je devrais, en tant qu'Innu, sur mon territoire, qui devrait être en santé assez pour supporter du caribou, pour pouvoir en manger de mon territoire. Et ça va prendre des ajustements au niveau de l'approche forestière pour réussir ce but-là. Et je suis convaincue qu'avec l'état de notre planète, l'état de notre environnement et la réalité que le caribou, c'est une espèce indicatrice qui peut vraiment nous donner des indices là, sur la santé écosystémique générale, on doit revoir notre approche de développement forestier pour avoir un équilibre. Je prends vraiment une approche où on a une valeur élevée des produits. Moi, je préfère couper 50 arbres qui vont faire des produits à valeur élevée qu'en couper 3000 qui vont faire des porte-papiers. Je pense qu'on est rendu dans un temps dans notre développement forestier, développement économique et développement social où on peut commencer à prendre ces décisions difficiles comme ça. Et j'espère que le gouvernement du Québec va voir qu'une approche où on tend la main, plutôt que de se faire imposer, la tendance de la main peut avoir des résultats meilleurs. Et on commence à voir un petit peu, il y avait des moments où le gouvernement du Québec a fait des efforts. Les mesures d'harmonisation, il a dit, OK, on va faire des efforts à un niveau local, opérationnel. Le problème avec le régime forestier au Québec, c'est qu'il ne permet pas la tenue du crayon au niveau stratégique. Donc, si j'ai une eau et je veux manger du caribou, dans les mesures d'harmonisation, je ne suis pas capable de m'assurer qu'il y ait du caribou. C'est trop à une échelle étroite. Mais si je participais justement au calcul de la possibilité forestière, à la détermination des aires protégées, au choix des zones commerciales, c'est où est-ce qu'il y a de la forêt commerciale versus la forêt qui ne compte pas vers l'inventaire, autre, je pourrais m'assurer de la présence du caribou en tant qu'autochtone et de planificatrice. Donc, j'espère effectivement que le gouvernement du Québec va se rendre là. On a maintenant une question en région avec MFFP Lebel sur Quévillon. N'avez qu'à faire étoile 6 pour enlever le mode discrétion. Si vous avez toujours la même question. Étoile 6. Est-ce que vous nous entendez donc? Oui, monsieur. Excellent. Jérémy Faure-Montpetit du MFFP à Lebel. Je fais un retour vers le début de la présentation. On a parlé d'un retour sur investissement
d'investissement qui était de 1 pour $1 à 3,5 $, voire potentiellement plus, soit 4,7 $ pour chaque dollar investi. Ma question là-dedans, c'est qu'avec les différentes figures qui ont été démontrées puis les différents éléments qui ont été discutés, là, on parlait de 4,5 millions d'investissements pour 11,1 millions de retours, dont parmi ce 11,1, il y a eu une seule amende de 3,5 qui a canné ça. Où est-ce qu'on justifie qu'il y a un retour de 4,7 pour chaque dollar, quand en ce moment, tout ce qu'on démontre, c'est du 1 pour 1,75 à peu près? C'est que les... Merci de ta question, en passant, les gars, c'est bien, wow. La raison qu'il va y avoir un accroissement, c'est parce que les programmes qui ont été évalués, c'est des programmes où il n'y avait justement pas de financement core financing. C'est quoi core financing en français? Financement c'est stable de ces programmes-là. C'est des programmes qui dépendaient du financement pour projet. Il y a eu beaucoup de variétés au niveau de leur effectif professionnel. Donc, ça arrivait qu'il y avait 15 positions, ça arrivait qu'il y en avait 5, ça arrivait qu'il y en avait 3, selon les saisons et selon l'apport financier. Mais les évaluateurs, eux, ont quand même plus de 10 ans d'évaluation des programmes en Australie et ont pu extrapoler et vraiment faire un estimé qu'avec une présence où il y avait un financement stable et continu, ces résultats-là voudrait dire qu'il y aurait moins de changements au niveau des effectifs du programme et donc aurait une tendance plus haute par rapport aux résultats. Fait que si on pense par exemple, on suit la livraison de l'éducation, ben, si un programme où il y a une stabilité, il y a 15 personnes dans le programme qui restent dans le programme, ben, c'est sûr qu'à mesure qu'ils avancent dans leur formation, il va y avoir une reconnaissance, etc. C'est un suivi qu'on peut faire à constant. Mais si c'est une position qui est régionale et que tu vas aller chercher d'autres emplois, etc., ton cours de formation est interrompu, donc les résultats sont moins grands. Donc, c'est pour démontrer que c'est justement pour démontrer l'importance d'une stabilité financière. Et c'était vraiment une extrapolation des évaluateurs. Si vous voulez voir le rapport incluant la description de la méthodologie utilisée et les données, c'est tout disponible sur mon site web, eli-nationhood.ca. Et vous allez pouvoir télécharger le rapport au complet pour vraiment voir comment ça marche. OK. De ce que je comprends dans ce cas-là, c'est, sans utiliser le terme de manière négative, là, c'est un petit peu de la spéculation rendue là, puis ça dépend de résultats positifs. C'est correct. C'est complémentaire. Spéculation, c'est un peu fort, là. C'est vraiment basé sur leur expérience concrète de mesurage en Australie, où il y a des conditions sociales, économiques et culturelles assez semblables à ici. Donc, c'est plus que la spéculation, mais c'est une extrapolation. Dans ce cas-là, c'est là que j'arrivais à ma complémentaire, puisqu'on parle de foresterie communautaire, ça a l'air d'être dans des milieux où la foresterie industrielle est moins une grosse pression. Ici, au Québec, si on parle du territoire CRI, il y a une grosse pression forestière, c'est presque de la foresterie intensive. À quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre par rapport aux retombées de ces projets-là dans des milieux de foresterie intensive? C'est une très bonne question. Dans le fond, curieusement, le programme des New Nations, c'est un des seuls programmes au Canada qui opère avec une lentille forestière. Donc, c'est une question que je ne peux pas répondre avec un apport de d'autres zones. Mais même dans le cas des CRI, parce qu'on travaille beaucoup avec les communautés, les nations, j'ai eu une conversation avec Mathieu Gooncombe, qui était dans le temps le président du Grand Conseil des CRI, avant qu'il devienne la Nation des CRI. Et Mathieu disait, écoute, quand Billy Diamond a négocié la convention à notre nom, on avait pensé au système des tallymen. Vous savez qu'il y a des autocrates et des tallymen qui travaillent, mais les années 70, quand il y avait des tallymen, c'était effectivement des gens qui habitaient effectivement le territoire. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les tallymen n'habitent pas nécessairement toujours les territoires, et ça arrive qu'il y a même des tallymen qui habitent Montréal, qui habitent Haute-du-Région, qui ne sont pas capables de gérer activement leur lot de trappe, de la même façon qu'on avait l'intention qu'il y a eu le design
ou la planification du programme des Talibans. Donc, quand on a parlé à Mathieu Poulicom du programme des gardiens, tout de suite, il a allumé, il a dit « Ah, c'est une très bonne idée, on pourrait avoir une troupe qui supporterait notre système de l'eau de trappe, qui supporterait le rôle des Talibans, qui sont souvent des personnes âgées, qui ne sont pas nécessairement capables d'activement occuper le complet de l'eau de trappe. Et ça risque de créer, probablement, une connaissance accrue du territoire, une surveillance accrue des activités et aussi, parce qu'on est dans l'environnement, une créativité par rapport à la recherche des solutions. Vous savez, en territoire CRI, il y a quand même eu la paix des braves. Là, la relation entre la foresterie et les CRI n'a pas toujours été rose. Là. Et n'est pas toujours rose même aujourd'hui. Il y a quand même des actions en cours, il y a toutes sortes d'actions. Je soupçonne que si les CRI n'étaient pas dans un régime de cogestion, mais étaient dans un régime véritablement CRI de foresterie, que l'approche ne se ressemblerait pas. L'approche ne se quoi? Ne se ressemblerait pas. Ça, dans le fond, la carte, si c'était les CRI qui tenaient le crayon plutôt qu'un crayon qui est co-tenu par le gouvernement du Québec, on se l'entend, le crayon est surtout tenu par le gouvernement du Québec, même dans un régime de cogestion, je soupçonne que la carte serait différente. Et donc, c'est un programme qui intéresse beaucoup la nation CRI et qui est notamment dans l'approche de gestion sur les impacts de caribou forestier. Merci beaucoup. Je confirme vos éléments. Là. Je suis justement consultant auprès des trappeurs CRI sur les tables de consultation. Donc, je comprends très bien là, ce que vous amenez comme élément. Là. Merci pour ta question. C'est possible de remettre étoile 6 pour vous mettre en mode discrétion? Oui. Il y aurait encore un peu de temps pour une question en salle. Oui. Hélène Marchand, FSC Canada. Bonjour Valérie, merci pour ta présentation. Moi, j'avais une question à teneur un peu plus technique, peut-être que les autres questions. Au début de cette présentation, tu parlais d'aires protégées autochtones. Peut-être que je n'ai pas tout à fait saisi. Quelle est exactement la définition ou les critères pour appeler ça une aire protégée autochtone? Est-ce que c'est différent de ce qu'on connaît comme les aires protégées reconnues légalement, comme par exemple au Québec? Si oui, c'est quoi la différence? Okay. Merci pour ta question, Hélène. C'est le fun de le savoir. J'ai un petit penchant pour SST, comme vous le savez. J'ai été présidente du conseil. Oui, les aires protégées autochtones, on n'a pas de définition formelle au Canada. Il y a eu un processus qui s'est fait cette année avec le Pathways to 2020. Vous allez sur le site web de conservation2020.ca, qui est le site web du gouvernement du Canada par rapport à l'atteinte du Target 1 dans la Convention sur la biodiversité. Il y a eu un comité qui s'est formé qui s'appelait le Indigenous Circle of Experts, ICE, qui a travaillé pendant 1 an et en mars cette année a créé un rapport de recommandation qui s'appelle We Rise Together. Je pense pas qu'il ait été traduit. J'ai demandé justement s'il y avait une version francophone, mais je n'ai pas réussi à la trouver. Ça me surprend même le gouvernement du Canada, normalement, il traduit les choses, mais et ce rapport-là, c'est un rapport qui est assez compréhensif, a justement les recommandations qui, pour la mise en œuvre d'une approche autochtone d'aire protégée. Pour moi, une aire protégée autochtone, c'est une aire protégée où le crayon est tenu par une nation autochtone et où les valeurs et les approches sont basées sur les valeurs et approches autochtones. Donc, si je me disais, pour moi, un Innu de Mastoriat, et je dirais, OK, je veux tenir, s'il n'y avait rien, là, il n'y a pas de revenu, il n'y a pas d'arbec, il n'y a pas rien, il n'y a pas de villégiature, et j'ai le crayon pour déterminer le futur de cette région-là. D'une perspective Innu, je dirais, OK,
la Chapouchouane. On a beaucoup de familles qui sont dans la Chapouchouane. On a une relation culturelle importante. On devrait avoir une approche de protection dans cette région-là. Je dirais, OK, le lac des Cygnes, on va justement récolter nos oies au printemps et à l'automne. C'est une approche ça serait justement une approche autochtone. C'est des aires qui, au niveau fédéral, pour rencontrer justement la Target 1, doivent aussi être reconnues de façon légale. Il y a très peu d'exemples de contexte légal au Canada où il y a une définition autochtone de ces aires protégées-là. Il y a des exceptions. Une, c'est au Manitoba, justement, où il y a Poplar River, ici. Cette zone-là, où ce qui a été proposé sur la planification territoriale a été formellement reconnue dans le système provincial en raison de cette législation-là. Ça s'appelle le East Side of Lake Winnipeg Protected Areas Legislation. Et c'est une exception au niveau provincial au Canada qui a une reconnaissance de ces aires protégées autochtones-là. Il y a les territoires du Nord-Ouest qui sont en développement de leurs lois et leurs règlements par rapport au développement des aires protégées autochtones, parce que vous savez, les territoires du Nord-Ouest, il y a quelques années, ont eu la dévolution du gouvernement fédéral, donc sont en création de tous leurs outils légaux. Et les aires protégées, on s'attend que la lecture de la loi au territoire du Nord-Ouest va se faire ce printemps. Donc, ça va être la première juridiction vraiment d'avoir une approche autochtone de développement des aires protégées. Même le Nunavut n'a pas sa propre définition d'aires protégées inuit, ce qui est intéressant. J'aurais pensé qu'un gouvernement inuit aurait eu une définition inuit de sa gestion territoriale, mais on sait que la création du Nunavut qui a été faite en 97, est vraiment, ça va prendre du temps pour le gouvernement d'avoir vraiment ses propres pattes. Il y a une possibilité, il y a un mouvement à l'intérieur des peuples autochtones de demander un contexte national légal pour la reconnaissance de ces aires protégées-là. On a un désir, on l'a vu dans la vidéo, quand la dernière personne disait we're not only protecting this for us, but we're protecting this for the whole world. C'est parce qu'on a dans notre valeur, c'est qu'on veut avoir un rôle au niveau international, on veut avoir un rôle par rapport à la protection de la planète, et ce rôle, on l'a eu. C'est pas pour rien que la forêt boréale, c'est l'écosystème le plus intact au monde. C'est pas pour rien qu'il vient d'avoir une étude qui dit que le Canada, c'est le 3e plus grand pays qui a le plus grand apport en biodiversité mondiale. On a une responsabilité internationale à la protection, et c'est des territoires autochtones. Donc, on doit considérer des outils légaux aussi de reconnaissance, et c'est en marche. Dans le cas des DJ, au territoire du Nord-Ouest, où c'est devenu ici, cette zone-ci, qui est cette zone-là, qui est le nouvel aire protégée qui a été reconnue comme une aire protégée autochtone. L'Assemblée des Deschaux l'a déclaré selon leur loi. We now, DHO, declare this DHO protected areas. Et le Service canadien de la faune a répliqué en reconnaissant cette zone-là comme une zone de faune nationale, de protection de faune nationale, National Wildlife Area. Donc, c'est vraiment un modèle qui est intéressant parce que c'est comme les lois autochtones et les lois canadiennes se reconnaissent ce miroir pour créer un résultat de reconnaissance légale qui est quand même intéressant. Je trouve que c'est une belle démonstration des partenariats potentiels entre nos gouvernements et nos nations. Dans le fond, le futur du Canada, pour moi, c'est un futur où on va devenir une fédération de nations au niveau légal. Et ça va nous permettre justement d'avoir ces types de définitions. Il y avait une dernière question. On va accepter une dernière question dans la salle. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Bonjour Valérie, merci beaucoup pour ta présentation, très intéressant. Mon nom est Marcia Vergara et je travaille pour l'Agence canadienne d'évaluation environnementale dans les dossiers de consultation autochtone. Donc, c'est très certainement intéressant, l'initiative des gardiens du territoire. Je me demandais, est-ce qu'il en existe de ces postes au Québec parmi les Premières Nations du Québec?
Il n'y a pas de gardien du territoire formel au Québec. Il y a ce qu'on appelle des agents territoriaux. Fait que si on pense à la communauté de Mastoriat, justement, il y a une troupe d'agents territoriaux. La vision de la Nation Innu, c'est que ces agents territoriaux-là, qui ont comme job vraiment d'appliquer les lois québécoises, là, on s'entend, va évoluer vers une job qui va appliquer les lois Innu et québécoises. Donc, ils vont devenir des gardiens du territoire et on espère voir ça assez récemment. La Nation Innu, justement, planifie une rencontre en janvier pour discuter de la création d'un programme national des gardiens du territoire. Et c'est remarquable, en passant, la Nation Innu, aujourd'hui, a 5 ans. Là, 5 ans, c'est la première fois depuis le Conseil Québec-Montagnais où la Nation Innu s'est rassemblée en tant que nation et non seulement des conseils de bande. Et je pense, honnêtement, je ne pensais pas voir ça de mon village. Je suis contente de voir que ma nation se renforce. Et c'est justement à cause de ce renforcement politique qui permet une réflexion, maintenant, 5 ans plus tard, une réflexion sur la création d'un programme de gardiens. Donc, on va voir ça. La Nation crie, là, si la fracture réussit d'avoir du financement du Service canadien de la faune, ça va être une création immédiate de gardiens. Au Québec, ils vont en avoir 8 positions créées via cette approche-là. Celle de la Nation Innu? La Nation Innu, la Nation Naskapi, les Cris et Makivik, donc les Inuits et Nunavik. Il y a des pourparlers, il y a déjà des gardiens. Le mot gardien n'est pas nécessairement utilisé par tous les programmes. Même nous, à Innu Nation, on n'appelait pas ça des gardiens, on appelait ça des ménages Quat-Canad-Quatak. On utilisait notre propre langue pour reconnaître le rôle. À Kédekonzivi, par exemple, à Maniwaki, il y a elle appelle ça aussi des agents territoriaux, des agents pour les espèces en péril. Donc, ça fait des années qu'il y a des gens qui travaillent pour la protection de l'esturgeon, par exemple, ou de la tortue. Mais effectivement, c'est des gardiens. Donc, même dans ce cas-là aussi, l'ingénieur forestier qui travaille pour Kédekonzivi, Linda Dwyer, est en réflexion de renommer son programme des gardiens. Et va effectivement faire partie et être membre du réseau national qui va se passer. Donc, si je comprends bien, à part les 7-8 postes qu'il y aurait par le biais de la TAM, il faudrait attendre davantage d'investissement pour que ces postes-là puissent être créés dans les autres Premières Nations, au sein des autres Premières Nations. Ou qu'il y ait un changement de vocation des agents territoriaux qui existent déjà. Donc, une augmentation de la responsabilité. Parce que maintenant, la responsabilité des agents territoriaux, ça limite à l'application des lois territoriales québécoises. Donc, si on pense aux agents territoriaux à Mastoriat, ils montent dans les régions de villégiature, ils vont dans la Chakouchouane, dans la CEPAC, et ils appliquent les lois de la CEPAC, et non les lois de gestion territoriale. Donc, on va voir, je pense ce qui va arriver, c'est que ces agents territoriaux-là vont savoir augmenter une responsabilité, et là, vont devenir gardiens. C'est le même cas pour les gens qui s'occupent des espèces en péril à Kédekonzivi. Merci beaucoup. Plaisir. On a fait le tour, je pense, avec les questions, puis le temps file. Donc, merci Valérie pour ta présentation, une approche autochtone au développement forestier, exploration de modèles et succès à travers le Canada. Merci à nos partenaires régionaux qui rendent possible la diffusion en région. En terminant, je vous invite au prochain colloque qui aura lieu jeudi le 10 janvier 2019 et qui s'intitule « Moi, je mange ». Bilan de 10 ans de suivi d'une épidémie de tordeuses des bourgeons de l'épinette sur l'écosystème forestier boréal. Le conférencier sera Louis de Grandpré, chercheur scientifique au CFL. Alors, merci à tous et bonne fin de journée.